Aïna Keros, bonjour. Bonjour. Alors, je disais tout à l'heure, vous êtes biologiste, mais vous êtes responsable de l'innovation scientifique au laboratoire Séquence. Vous êtes l'une des autrices de ce livre paru chez Alicio Sciences, L'animal médecin, sous la direction de Yolaine Delabigne. Alors, on vient de voir ce reportage terrible. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin en matière de punition à l'égard de ces personnes qui maltraitent les animaux? Bien entendu, et je pense que la loi va vraiment dans le bon sens, à considérer aujourd'hui qu'on a besoin de protéger les animaux comme on protège déjà les humains. C'est d'autant plus évident quand on comprend toutes les capacités qu'ils ont sur le plan émotionnel et globalement l'intelligence et les comportements fascinants qui peuvent nous inspirer, nous aussi en tant qu'espèce. Alors voilà, vous faites des recherches notamment sur les gorilles. Alors que nous ont-ils appris ces gorilles justement dans le fait de se soigner, de mieux se soigner? Le gorille, c'est effectivement le premier animal sur lequel, au sein des laboratoires Sequence, on a travaillé pour comprendre quelle pouvait être l'utilité de leur comportement. Ils mangent entre autres une graine qui s'appelle la graine de paradis et qui a un impact très intéressant sur une pathologie mortelle pour eux, une cardiomyopathie fibrosante. Donc à l'échelle du cœur, ils ont une inflammation très grave, donc qui peut être délétère. Et nous, ce qu'on a cherché à déchiffrer, c'était notamment de comprendre si les voies biologiques chez le gorille et l'humain pouvaient être conservées. Est-ce que nous, on pouvait bénéficier de cette utilisation de la plante pour soigner nos propres problématiques? Et c'est le cas. Grâce à ce premier projet, on a prouvé que des graines de paradis contenaient des molécules, les gingérols, qui jouent sur des voies d'inflammation très très graves qui sont conservées chez l'humain. Et on a prouvé à l'échelle clinique sur des essais sur l'humain qu'on arrivait à diminuer cette inflammation. Donc c'est un premier succès pour nous. La solution est déjà sur le marché commercialisable et on a aujourd'hui l'espoir d'avoir plus de cas. On travaille sur d'autres animaux, d'autres espèces et avoir des nouvelles solutions inspirées directement du comportement de l'animal. Alors bon, ça c'est pour les gorilles. En ce qui concerne les chimpanzés, eux, ils nous ont donné des éléments d'information en ce qui concerne les antipaludéens. Tout à fait. En fait, le chimpanzé, c'est un des premiers cas qui a permis de documenter, de prouver vraiment que l'animal était capable de se soigner sur le plan de la recherche. Lui, il va utiliser plusieurs plantes. Il y a deux notamment qui sont intéressantes, peut-être à vous citer. C'est donc le vernonia qui a été la première plante utilisée et documentée sur cet animal. Elle lui sert en tant que vermifuge à se débarrasser des vers et limiter les troubles intestinaux. On a trouvé des molécules par ailleurs qui sont effectivement en support, qui justifient cette efficacité, mais qui vont aussi être intéressants contre le paludisme. Et une deuxième plante, Trichilia aussi, qui va consommer. Et là où c'est extrêmement fascinant, c'est qu'il ne va pas la consommer seule. Il va coupler cette utilisation avec une terre rouge bien particulière qu'il sait où trouver. Et au laboratoire, là aussi, on est capable de prouver que la combinaison des deux, plante plus terre, booste l'effet et l'efficacité contre le paludisme. Donc, effectivement, ils nous ont mis sur la piste de molécules extrêmement intéressantes pour l'humain. Alors ça s'appelle donc la zoopharmacognosie, donc cette science qui nous vient des animaux dont on peut s'inspirer, toute cette science médicale. Alors est-ce que enfin c'est récent cette zoopharmacognosie. Est-ce qu'on peut considérer que c'est sérieux? Bon, si on vous écoute, oui effectivement, mais est-ce que c'est pris au sérieux par la communauté scientifique dans son ensemble? Alors c'est une science tout à fait sérieuse, même si elle est récente. Elle se base sur des années, des millénaires d'observations sur le comportement animal. En fait, le caractère récent, c'est sur le caractère méthodologique. Aujourd'hui, on est capable de prouver de manière scientifique, avec des preuves irréfutables, sur le fait que l'ingestion d'un composé leur permet d'améliorer leur état. On regarde pendant la pathologie comment sont les composantes qu'on mesure, pendant l'ingestion de la plante ou d'une autre substance. Et ensuite, on regarde au sein de la plante ou de la molécule ou du composé en question, quel serait le lien entre efficacité et observation. Là où on peut se reposer sur des observations millénaires, c'est que Oui, parce qu'il y a les populations autochtones, les populations ancestrales avaient déjà observé les animaux bien avant nous et en avaient tiré exactement. des enseignements. Oui, oui, tout à fait. On prend le cas des Indiens Navaros en Amérique du Nord notamment. Eux étaient très observateurs de l'ours à la sortie de l'hibernation. Ils étaient fascinés par sa capacité à retrouver complètement sa mobilité malgré le fait qu'il ait été à l'arrêt pendant plusieurs mois. Donc ça les fascinait. Ils ont observé qu'il y avait une racine qui était utilisée par l'ours par voie orale. Il la mangeait, mais il se frictionnait aussi le pelage avec. Et il se trouve que c'est une racine qui fait partie encore de la pharmacopée locale qui s'appelle Osha. Osha veut dire ours, d'ailleurs, en langue amérindienne. Donc, clairement, eux avaient déjà complètement intégré que cet ours était capable de se soigner.
On a aussi... Et ils se faisaient des soupes justement avec toutes ces plantes qui étaient ingérées par l'ours pour se doper au moment où ils en avaient besoin. Ouais. Exactement, ils ont fait le parallèle, ils se sont inspirés, mais beaucoup de pharmacopées finalement aux quatre coins du monde sont inspirées de ce comportement animal. Des populations n'avaient pas du tout le scepticisme qu'on a pu avoir nous dans notre médecine peut-être plus traditionnelle et sous nos climats en tout cas. Mais en Afrique aussi, il y a d'autres populations qui sont inspirées des animaux. Tout à fait, on a les Batouros en Ouganda qui observent plusieurs types d'espèces, mais notamment les chimpanzés. Et eux, ils sont persuadés qu'il y a une observation réciproque entre l'animal et l'humain. Et ils ont notamment découvert toutes sortes de plantes, les plantes aphrodisiaques, ils regardent parfois les plantes qui sont consommées par les animaux, des racines d'arbres qui sont consommées juste avant l'accouplement, et ça leur a donné, ça les a mis sur la piste de plantes aphrodisiaques. Il y a aussi parfois des plantes qui sont utilisées pour avoir une forme d'ivresse. Ils regardent le chimpanzé consommer un breuvage à base de palmier, oui, et ils vont eux-mêmes l'utiliser pour les mêmes effets. Donc pour eux, c'est une évidence qu'il y avait cette capacité chez l'animal et pas uniquement chez l'humain. Alors donc là, on parle des gros animaux, mais ça s'observe en fait dans d'autres espèces beaucoup plus petites, comme les oiseaux ou encore les papillons. Tout à fait. En fait, ce serait une erreur de penser que ce sont uniquement des animaux exceptionnels, doués d'une intelligence supérieure, qui ont ce comportement-là. Le fait d'avoir une automédication, c'est un principe de base du vivant. Si nos espèces qui nous entourent aujourd'hui sont présentes, c'est parce qu'elles ont su faire aussi appel à ce type de stratégie. Chez l'oiseau, typiquement, on a la mésange bleue qui est connue pour utiliser des plantes médicinales. Alors, de manière très triste, elle peut utiliser des mégots qu'on laisse dans notre environnement parce que la nicotine qu'elle contient protège leurs œufs. Mais de manière plus naturelle, elles ont aussi des plantes aromatiques qu'elles utilisent. Notamment en Corse, ça a été observé qu'elles utilisent 2 types de plantes aromatiques pour protéger leurs œufs d'une contamination. C'est ce que font aussi les papillons. Exactement, et le papillon monarque, lui, va aller sélectionner des plantes toxiques, les asclépiades, qui ont la capacité à protéger sa descendance, les œufs. Il a des récepteurs au goût en fait sur les pattes qui lui permettraient de trouver les plantes toxiques, et si lui il est contaminé, la femelle, en fait, si elle est contaminée, la femelle va protéger sa descendance de cette contamination. Alors, est-ce que ce sont des apprentissages qui sont innés ou qui s'apprennent ? On va retrouver les 2 cas de figure dans les cas qui sont documentés aujourd'hui. Pour le papillon dont on vient de parler, l'hypothèse la plus probable, c'est que ce soit un comportement inné, puisque le futur adulte n'a pas l'occasion, il va passer par un stade chenille, puis adulte, n'a pas forcément l'occasion, très rarement, de rencontrer ses parents. Finalement, on estime que c'est un caractère complètement inné. D'ailleurs, l'hypothèse, ce serait que les gènes conservés chez cette papillon qui transfère ce comportement fait que les descendants vont être plus nombreux. Donc, le gène se propage grâce à cette stratégie qui assure une meilleure descendance plus nombreuse. Alors, juste un mot du biomimétisme avant de terminer, puisque là, on voit le domaine médical, mais on peut s'inspirer des animaux dans bien d'autres sphères de la vie. Tout à fait. Là, on est en train de se focaliser sur ce livre, sur la manière dont les animaux savent se soigner, mais ils peuvent aussi nous inspirer toutes sortes d'innovations, que ce soit dans l'architecture, dans les villes de demain, la captation de l'eau, pour aller demain conquérir l'espace en meilleure santé, pour également réussir à trouver des solutions aux énergies qui sont non renouvelables. Donc on a besoin de prendre de la hauteur et considérer que le vivant nous inspire pour tout un tas de domaines, et c'est là que le biomimétisme peut être une clé et une approche très 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 riche. Merci beaucoup, Heineck Rose. Je rappelle que vous êtes biologiste et responsable d'innovation scientifique au laboratoire C15 et que vous serez donc présente aux conférences sur l'intelligence animale ce 4 février à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Donc ces conférences sont ouvertes à tous. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez bien sûr retrouver les informations sur le site. Et je rappelle donc ce livre, L'animal médecin, donc qui est paru aux éditions Alizio Sciences. Merci encore. Merci à vous.